Section 3, le formalisme de l'instance. Alors l'instance, on l'a dit, c'est un lien juridique qui s'établit entre le juge et chacune des parties, entre les parties elles-mêmes, un lien qui va être tissé d'obligations et de devoirs pour les unes et pour l'autre. Ce lien d'instance naît avec la demande initiale et il s'achève en principe, sauf événement qui éteignent par anticipation l'instance, ce lien s'éteint normalement par le jugement. Et au fur et à mesure de son déroulement, eh bien, ce lien va s'enrichir des différents actes de procédure qui sont principalement le fait des parties, mais aussi du juge, actes qui doivent permettre d'en venir finalement au jugement, qui vont permettre de trancher le litige. Échange des conclusions, actes d'instruction, jugement préparatoire éventuellement. Au fond, ces actes sont le fait donc du juge et des parties, mais dans la forme. Quant à l'instrumentum et non plus quant au négocium, eh bien ces actes sont souvent le fait d'auxiliaires de justice qui assistent le juge et les parties. Du côté du juge, l'auxiliaire auquel on songe, c'est bien sûr le greffe, qui est en quelque sorte, c'est ainsi d'ailleurs que les textes l'envisagent aujourd'hui, son secrétariat. On parle souvent de secrétariat greffe, parfois de secrétariat. Alors le greffier a pour mission schématiquement de consigner par écrit les actes du juge, de les conserver aussi et d'en délivrer les copies. Il a aussi pour fonction de recueillir certaines déclarations orales et d'en dresser le procès-verbal. Et on tend aujourd'hui, pénurie budgétaire et défaut de moyens oblige, à lui reconnaître des prérogatives qui orientent ses missions de plus en plus directement vers le juridictionnel. On n'y est pas, mais le mouvement est engagé. Du côté des parties maintenant, les auxiliaires des parties, spécialement dans les procédures écrites, mais aussi on le verra dans les procédures orales, vont rédiger des actes pour celles-ci. Alors, ce peuvent être des huissiers de justice qui vont lancer les significations, les assignations par exemple, mais ce peuvent être aussi et surtout les avocats qui vont rédiger la plupart de leurs écritures. On sait que le mandat qui est confié à l'avocat est un mandat de représentation ad litem. Il s'agit de représenter la partie dans l'accomplissement des formalités de la procédure. Alors, ces actes des parties qui vont ainsi être rédigés avec le concours, l'assistance, la représentation, plus précisément, des avocats, doivent bien sûr respecter les principes que l'on a dit, et notamment le principe du contradictoire. Ils doivent donc être communiqués à la partie adverse et ils doivent bien sûr être communiqués à la juridiction, portés à la connaissance du juge par l'intermédiaire de son greffe. Alors cette double communication des actes des parties obéit également en tant que telle à des formes obligatoires, à des formalités impératives. Et ces formalités impératives sont aujourd'hui, on y reviendra, en pleine évolution du fait de la généralisation et bientôt peut-être de la systématisation du recours aux instruments de communication électronique en remplacement de l'écrit papier tel qu'on le pratiquait jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, cette communication va se faire souvent par l'intermédiaire d'un officier public ministériel, l'huissier de justice. C'est lui ainsi qui délivrera les assignations, c'est lui qui pratiquera les sommations, c'est lui aussi, dans une certaine mesure, qui dressera des constats, qui procédera plus généralement aux significations. Enfin, pour déterminer ce formalisme de l'instance, il faut aussi tenir compte de l'existence d'une autre exigence qui, dans une certaine acception, participe du formalisme largement entendu. Alors sans doute, ne s'agit-il pas d'une forme au sens strict, il s'agit d'une exigence du procès. Une exigence qui est une exigence temporelle. Les actes des parties spécialement doivent être accomplis dans des délais qui sont souvent des délais de rigueur. Alors on traitera de ces délais un petit peu artificiellement, mais par un rapprochement qui me semble éclairant, de ces délais de procédure en même temps que du formalisme de l'instance. S'agissant tout d'abord du formalisme au sens exact, de la rédaction, autrement dit des actes de procédure. C'est notre premier point, paragraphe 1er. Alors en principe,
Les actes de procédure sont des écrits, simplement, comme je le laissais entendre, l'écrit doit être entendu ici dans son acception large. Il peut s'agir d'un écrit papier, comme il peut s'agir d'un écrit en la forme électronique. Alors, exigence d'une écriture, elle n'est pas absolument générale. Il existe, c'est vrai, des exceptions assez nombreuses à cette rédaction, des actes de procédure. Mais même dans les procédures qui sont soustraites par principe à l'exigence de l'écrit, dans les procédures autrement dit orales, dont on sait qu'elles ont cours devant les juridictions d'exception. Et bien même dans ces procédures orales, l'écrit a tendance à devenir parfois en fait la règle, à se substituer aux échanges oraux pour des raisons de commodité essentiellement, et parfois de confraternité, entre avocats. Cela étant dit, les différents actes de procédure obéissent à des règles de forme spéciales. On laissera de côté ces formes spéciales pour retenir qu'il existe surtout par-dessus ces spécificités des règles qui sont communes, et notamment des règles communes à tous les actes d'huissier de justice. Ainsi, les actes d'huissier de justice doivent être rédigés en langue française, sans blanc, sans surcharge, et si des surcharges y figurent, elles doivent être spécialement paraphées. Ces actes d'huissier doivent en outre être rédigés, du moins dans la forme papier, en 2 originaux, et une ou plusieurs copies qui doivent évidemment être identiques. Et l'original, le premier original, est conservé par l'huissier de justice, tandis que le second sera remis au requérant. Alors, en vertu de l'article 648 du Code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice doit contenir, à peine de nullité, 4 mentions obligatoires, et sans préjudice évidemment des mentions qui sont spécifiques à tel ou tel acte. D'abord, première mention, la date de l'acte. Deuxième mention, la désignation du requérant avec son identification précise, détaillée suivant qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale. Troisième mention, la désignation de l'huissier instrumentaire avec sa signature. Et quatrième mention, la désignation du destinataire de l'acte, avec là encore l'identification de celui-ci, son nom, mais aussi son domicile, s'il s'agit d'une personne physique, sa dénomination, s'il s'agit d'une personne morale avec son siège. L'huissier de justice va aussi devoir compléter naturellement le libellé de cet acte de procédure. Et l'on se demande ce qu'il se passe si l'une de ces mentions obligatoires fait défaut. Eh bien, le régime applicable, c'est le régime des nullités de la procédure, et donc des nullités de forme pour ce qui nous intéresse. Et c'est ce qui ressort d'ailleurs de l'article 649 du Code de procédure civile. Voilà pour la rédaction, très succinctement. Qu'en est-il maintenant, paragraphe 2e, de la notification des actes de procédure? Dans les actes de procédure, et spécialement les actes d'huissier de justice, sont généralement des actes que l'on qualifie d'actes réceptis. Actes réceptis, cela veut dire que ce sont des actes qui ne pourront sortir leurs effets que par la notification qui en sera faite à la partie adverse. Il faut que ces actes aient porté à connaissance de leur destinataire pour qu'ils déploient leurs effets de droit. La notification, c'est le procédé qui est employé pour porter l'acte à la connaissance de son destinataire. C'est donc un élément dans les garanties procédurales qui apparaît tout à fait essentiel. Et si cette notification est nulle, eh bien l'acte ne sortira par conséquent aucune de ses conséquences juridiques. C'est d'autant plus important que la notification obéit à des règles qui sont des règles de forme extrêmement précises, pour ne pas dire parfois tatillonnes. Avant de les étudier, je signalerai simplement que la Cour européenne considère désormais que le principe de l'égalité des armes, dont on sait que c'est un élément prédominant du droit au procès équitable qui est garanti à chacune des parties, eh bien s'applique également, pour reprendre sa formule, au domaine particulier qu'est la signification et la notification des actes judiciaire. C'est dire qu'il existe des garanties fondamentales en cette matière encore. Ceci étant dit, avant d'entrer dans le détail des règles de la notification, il importe de savoir qu'elle doit se faire, ou qu'elle peut se faire, de 2 manières précisément.
de manière différente. Quand, première hypothèse, la notification est faite par huissier de justice, on dit que la notification prend le nom de signification. La signification, c'est la notification d'un acte de procédure par le ministère d'un huissier de justice. Et cette signification, c'est naturellement le mode de notification de tous les actes d'huissier de justice. Et c'est aussi le procédé normal de notification des jugements. Quand les jugements sont notifiés par les parties, ce qui est la règle, eh bien cette notification doit intervenir par voie de signification, donc par acte d'huissier de justice. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Parfois, la notification se fera, comme l'on dit, en la forme ordinaire. Autrement dit, le concours de l'huissier de justice ne sera plus obligatoire. Un procédé simplifié de notification va pouvoir être utilisé. Alors, par exemple, certaines notifications d'actes de procédure peuvent se faire par voie postale, parfois par lettre simple, d'autres fois par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Et en cours de procédure, on sait que les parties doivent s'échanger leurs conclusions, leurs pièces. Cela suppose, là encore, des notifications. Eh bien, ces notifications qui doivent se faire d'avocat à avocat, vont pouvoir se faire de manière simplifiée. Elles se feront par le procédé dit de la notification par acte du palais. Alors, la notification par acte du palais, c'est une forme simplifiée de notification qui peut se faire soit par le concours de l'huissier audiencier. Un avocat remet à l'huissier audiencier 2 exemplaires de l'acte qu'il s'agit de notifier. L'huissier audiencier va remettre au contradicteur, à l'avocat de la partie adverse, l'acte et va retourner, après avoir fait viser celui qu'il conserve, va retourner cet exemplaire à l'avocat qui en est à l'origine. L'autre procédé qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus utilisé, qui va devenir systématique avec la communication électronique, c'est la remise directe. L'avocat présente à l'adversaire un exemplaire qui va le conserver, l'autre exemplaire étant signé là encore pour attester de cette notification. Il reste que ces procédés simplifiés, s'ils sont plus économes, s'ils sont moins coûteux, n'offrent pas les mêmes garanties de sécurité juridique que la signification. Et c'est pourquoi, même lorsque la loi ne l'impose pas, il est toujours possible d'en revenir à la signification. Même lorsque la loi prévoit une notification en la forme ordinaire, la notification peut se faire par voie de signification. C'est dire que la signification est le procédé favorisé, du moins le procédé qui a la plus grande confiance de la loi en la matière. Article 651 du Code de procédure civile pour ce domaine d'application générale de la signification.